Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel PowerPoint. Voici le plan de celui-ci. J'insisterai particulièrement sur la notion de masque, qui est bizarrement peu connue, peu utilisée, alors que cette fonctionnalité permet de gagner énormément de temps lors de la réalisation d'un diaporama. Pour illustrer ce tutoriel, nous allons réaliser un diaporama simple sur Léonard de Vinci en l'occurrence, qui comportera une diapositive titre, celle qui est à l'écran, et 4 autres diapositives, une diapositive sur les dessins de Léonard de Vinci, une autre sur les peintures, les machines, et enfin une diapositive qui présentera la biographie de Léonard de Vinci. Les ressources nécessaires à la réalisation de ce diaporama vous sont fournies dans le dossier qui s'appelle Ressources diaporama Léonard de Vinci 22. Lorsqu'on lance PowerPoint et que l'on fait donc une nouvelle présentation sans utiliser de modèle particulier, PowerPoint te propose une disposition de type diapositive de titre. Il est bien sûr possible de changer cette disposition par défaut pour la première diapositive par une des 9 proposées. Nous allons dans notre cas laisser cette diapositive de titre pour la première diapositive. Comme je sais par avance ce que je vais faire, je vais tout de suite créer les diapositives dont j'ai besoin avec la disposition adéquate. En l'occurrence, pour la prochaine, je souhaiterais avoir, pour présenter les dessins, ce sera la même chose pour les peintures et les machines, des diapositives de type titre seul. Je vais donc en ajouter 3. Et pour la dernière diapositive concernant la biographie, je vais cette fois-ci utiliser une disposition de type titre et contenu qui me permettra d'insérer facilement un texte. Nous allons donc commencer par installer la charte graphique de ce diaporama, celle qui est proposée dans le fichier énoncé. En l'occurrence pour les titres, une police Bodoni MT Black en 44 points couleur or accentuation 4. Pour les textes, une police Bodoni MT 20 points et 18 points respectivement pour les textes de niveau 1 et de niveau 2, de couleur verte, accentuation 6. Le fond des diapositives sera réalisé avec cette image, Leonardo da Vinci Flying Machine.jpg, disponible dans le sous-dossier machine du dossier ressources. Nous allons donc mettre en place cette charte graphique dans le masque du document, appelé également masque des diapositives. Le but de cette fonctionnalité est de permettre la mise en place de tous les éléments récurrents, c'est-à-dire ceux qui apparaissent à l'identique quasiment sur toutes les diapositives, une fois pour toutes. Pour ça, on va aller dans le menu Affichage et on va choisir Masque des diapositives. Lorsqu'on est dans le masque des diapositives, eh bien on voit une vignette centrale avec un certain nombre de zones apparentes et un volet latéral qui comporte un certain nombre de dispositions possibles, comme on a pu le voir tout à l'heure. Il faut bien faire attention à ce stade de remonter l'ascenseur du volet latéral jusqu'en haut, de manière à faire apparaître la première vignette, sur laquelle d'ailleurs on va cliquer, dont on voit qu'elle est hiérarchiquement supérieure aux autres, ce qui signifie que tout ce que l'on va faire sur cette première vignette, toutes les modifications que l'on va apporter sur cette première vignette, vont se répercuter quelle que soit la disposition qui sera ensuite utilisée dans les diapositives du document. Je vais donc commencer par mettre en place la police de titre, donc en Bodoni Empty Black, en 44, en gras, centré et couleur or, accentuation 4. On peut même utiliser des majuscules par défaut si on le désire. Pour le texte de niveau 1, donc la police qui était proposée était la Bodoni Empty en taille 20. Le vert accentuation 6.
Même chose pour le niveau 2, toujours en Odoni-MT, cette fois-ci en 18, et toujours le même vers, accentuation 6. Concernant maintenant l'arrière-plan, on va retourner dans le masque de diapositive, et dans style d'arrière-plan, on va choisir mise en forme de l'arrière-plan. On va opter pour remplissage avec image ou texture, et on va aller chercher le fichier image qui nous intéresse, en l'occurrence Leonardo da Vinci Flying Machine.jpg. Bien évidemment, à ce stade, on se rend compte que si j'insère l'image telle qu'elle est là, le texte n'est plus très lisible. On va donc mettre un peu de transparence sur l'image. On va en mettre 70%. On peut y aller évidemment à la main également. Si on veut être précis, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc là, ça permet d'avoir une image en filigrane, puisque quand même l'essentiel, c'est d'avoir un texte qui soit lisible. On peut évidemment intégrer plein d'autres choses dans le masque, mais en ce qui nous concerne, on va s'arrêter là. Je vais donc fermer le mode masque pour revenir en mode diapositive. Et là, on s'aperçoit à ce stade que tous les titres sont déjà préformatés et que concernant la dernière diapositive avec la disposition titre et contenu, le texte est déjà préformaté également. Je vais maintenant pouvoir saisir les différents titres. Je vais commencer par shooter le volet latéral et je vais commencer par la saisie de la diapositive de titre. On n'oublie pas de respecter les majuscules accentuées. Les dessins, les peintures, les machines, et enfin la biographie. Je vais rester sur cette diapositive pour y insérer directement le texte concernant cette biographie que je vais trouver dans le document qui se trouve dans le sous-dossier biographie du dossier ressources et qui se nomme biographie-succincte.rtf. Je vais juste en faire un copier et je vais le coller en faisant bien attention évidemment de ne coller qu'en texte brut de manière à ce qu'il récupère la mise en forme qui est proposée dans le masque. Pour ça, j'utilise la dernière option du clic droit, conserver uniquement le texte. Voilà. À ce stade, maintenant, je vais pouvoir insérer les images sur chacune des diapositives. Donc d'abord, les images de dessin. Je vais procéder par glisser-déplacer pour aller plus vite. Donc je sélectionne mes trois images, je les glisse et je peux les disposer comme je le désire grâce au repère d'alignement proposé par PowerPoint. Voilà, c'est parfait. Les peintures, même chose. On va agrandir un peu celle-là. Et enfin, les machines.
Voilà. Le diaporama est d'ores et déjà opérationnel si on le désire. Il suffit de le lancer, soit en passant par diaporama à partir du début, ou en cliquant, comme c'est indiqué dans l'infobulle, directement sur la touche F5. Les diapositives avancent par défaut au clic de souris. On en sort par échappement. Il va être temps maintenant de rendre le diaporama plus agréable, justement en y ajoutant des effets de transition entre chacune des diapositives. Pour cela, on va dans le menu Transition. Il est proposé dans l'énoncé une transition entre diapositives de type fondu d'une durée de 1 seconde. Les principaux effets de transition sont proposés dans ce menu. On va donc choisir fondu. On va modifier donc la durée de cet effet. On va la passer comme demandé à 1 seconde. On peut effectuer ce travail pour chacune des diapositives du diaporama si l'on souhaite avoir des transitions différentes pour chacune des diapositives. Si l'on souhaite avoir le même effet de fondu, par exemple ici, sur toutes les diapositives, on va simplement cliquer sur le bouton Appliquer partout. À partir de là, lorsqu'on lance ce diaporama, on peut visualiser les effets. Pour rendre non seulement plus agréable, mais surtout plus efficace concernant la présentation, on va pouvoir utiliser la fonctionnalité d'animation de PowerPoint pour, par exemple ici sur la diapositive les peintures, mais on effectuera le même travail sur la diapositive les dessins et les machines, pouvoir amener les images, les tableaux, au clic de souris lorsqu'on le désire au moment de la présentation, plutôt que d'avoir un affichage simultané des 3 images. Pour ça, on va aller dans le menu Animation et on va afficher le volet latéral Animation, qui apparaît donc sur la droite de l'écran. Ici, on va choisir d'afficher les images de la gauche vers la droite. On peut évidemment de toute façon faire exactement ce qu'on veut. On peut également remodifier ensuite l'ordre d'apparition des images. On le verra ensuite. Dans un premier temps, je vais donc sélectionner la première image que je souhaite voir arriver. Ici, la Joconde. Dans l'énoncé, il est précisé un effet de fondu. Je vais donc le sélectionner dans le menu qui est ici, d'une durée, encore une fois, de 1 seconde. Et on voit que on a une ligne correspondant à cette animation qui apparaît dans le volet latéral. On peut également modifier les paramètres de durée et de délai d'apparition de cette image avec la souris. On va faire le même travail pour la scène, pour la deuxième image. On va également choisir un effet de fondu toujours d'1 seconde. Et on va faire la même chose pour le troisième tableau, toujours en fondu et toujours une durée de 1 seconde. On peut simuler le fonctionnement. Sur la diapositive en cours, il suffit de faire Shift F5, flèche en haut F5. On voit qu'au lancement, rien n'apparaît. Par défaut, ma première image apparaît au clic de souris. Il me faut cliquer une deuxième fois pour faire apparaître la seconde image. Et enfin, je fais apparaître la troisième, encore une fois, au clic de souris. Donc, bien évidemment, on peut modifier le démarrage au clic de souris ici pour automatiser éventuellement l'apparition des différentes images. Concernant maintenant l'animation de la biographie, il est précisé dans l'énoncé qu'on fera apparaître les paragraphes progressivement, mot par mot, avec un délai d'apparition de 2 dixièmes de seconde entre chaque mot. Pour cela, on va sélectionner le texte et on va choisir un effet arbitrairement. Bon, un effet simple suffit, comme apparaître.
On voit que chacune des lignes apparaît dans le volet animation. On clique sur la petite flèche qui est sur la droite. On va aller dans Minutage, dans Effets. Par défaut, le texte arrive simultanément. On va donc choisir par mot et on va y mettre un délai de 2/10 de seconde entre les mots. Ok, voilà une simulation. On va faire le même travail pour chacune des lignes. Voilà. Alors, on peut tester en faisant encore une fois flèche en haut F5. Au clic de souris, le texte apparaît de façon progressive. On peut s'apercevoir dans ce test que certes les paragraphes apparaissent bien progressivement, comme souhaité, par contre, ils apparaissent tous simultanément. On peut souhaiter, pour des raisons pédagogiques, que chacun de ces paragraphes, correspondant chacun à une date de Léonard de Vinci, apparaissent à volonté au clic de souris au moment où on le désire. On peut voir que concernant la première ligne, celle-ci s'effectue bien au clic de souris. Par contre, concernant la deuxième, c'est l'option avec la précédente qui est sélectionnée par défaut, ce qui signifie que cette seconde animation, cette deuxième animation, démarrera en même temps que la précédente. Et c'est le cas pour toutes les autres. On va donc modifier le réglage et choisir au clic pour toutes les autres lignes. On peut donc tester. Cette fois-ci, je contrôle le déroulement de mon texte avec la souris. Nous allons maintenant mettre en place une structure de navigation. Cette structure de navigation donc, permettra d'accéder à n'importe quel endroit du diaporama à partir d'un menu qui sera placé sur la diapositive de titre. Dans ce diaporama qui ne comporte que 5 diapositives, cela ne se justifie pas vraiment. Cette technique trouve son intérêt lorsque le diaporama a une taille assez conséquente et qu'il contient plusieurs parties vers lesquelles on doit pouvoir naviguer à volonté durant la présentation. On va pouvoir fermer le volet animation. Et on va donc créer la structure de navigation sur la diapotitre. Donc on va d'abord créer les liens hypertextes. Ensuite, on va créer le lien proprement dit. On va donc surligner le texte, ici les dessins. On peut procéder de plusieurs manières, soit insertion lien, ici, ou plus simplement, clic droit, lien hypertexte. Le volet gauche de ce menu permet de choisir le type de lien qui sera créé. Ici, on va choisir emplacement dans ce document, puisqu'il s'agit d'une diapositive qui appartient au document, en l'occurrence au diaporama. Mais on voit que, par défaut, l'option qui est choisie, c'est la création d'un lien vers une page web, donc sur le web, sur Internet, ou vers un fichier existant dans l'ordinateur. On va donc nous choisir emplacement dans le document. Lorsque l'on a mis en place des titres grâce au masque, on peut repérer facilement
les diapositives, puisque par défaut, c'est le titre de la diapositive qui est pris en compte dans le menu. On va donc choisir les dessins. On a l'aperçu qui permet de vérifier que c'est la bonne, et on a juste à faire OK. Même manipulation pour les trois autres. Ça fonctionne. Si je lance le diaporama en faisant F5, j'arrive bien en cliquant sur le bon lien vers les diapositives et les machines. Là, évidemment, je ne peux que poursuivre le diaporama vers la diapositive suivante. On va donc devoir ensuite penser à créer un lien de retour. Nous verrons ça dans un second temps. On peut se faire également une autre remarque, c'est que le vert qui appartenait à la charte graphique avec lequel j'avais mis en place les liens s'est transformé en bleu. Et le lien visiter les machines s'est transformé en rose. C'est parce que, eh bien, il existe une palette de couleurs par défaut dans PowerPoint sur laquelle il va falloir intervenir pour que mes liens hypertextes respectent bien la charte graphique et je puisse retrouver mon vert d'origine. Pour ça, on va dans le menu conception, on va dérouler le petit chevron qui est là et on va trouver ici les jeux de couleurs proposés dans PowerPoint. Et on va donc personnaliser le jeu par défaut. On voit très bien ici que les liens hypertextes non ouverts sont en bleu et que les liens hypertextes visités, comme c'est le cas dans notre exercice, sont effectivement violets lions. Je vais donc indiquer, je vais retrouver mon vert accentuation 6 pour les liens non visités et je vais prendre un vert un peu plus clair, légèrement, pour les liens déjà visités. La mise en place se fait automatiquement et on respecte la charte graphique. Il nous reste maintenant à créer sur ces 4 diapositives un lien de retour. Sur la première diapositive, j'ai créé des liens sur du texte. On va ici pour l'exercice créer un lien sur une image. Le principe est exactement le même. On va donc aller chercher une image, en l'occurrence une image par exemple ici stockée proposée par PowerPoint, donc une icône. Habituellement on met une maison. Pour retourner sur la page d'accueil, je vais prendre celle-là par exemple, voilà, et je vais l'insérer. Elle a un fond transparent, c'est parfait. Je vais la placer en bas à droite. Je peux la modifier comme je le désire. Pour créer le lien hypertexte, clic droit, comme tout à l'heure, lien hypertexte. Et je fais un lien sur la première diapo, qui s'appelle Léonard de Vinci, ou ici directement sur la première diapositive, c'est la même chose. Quand c'est fait, je n'ai plus qu'à faire un copier-coller de ce lien. Donc, copier. La copie se fait à la fois sur l'image, mais également sur le lien. Et je n'ai plus qu'à coller. Pour que ça fonctionne. On peut le lancer pour faire un essai. Voilà, ça fonctionne parfaitement. Échappement pour ressortir. Le diaporama est maintenant finalisé. Nous allons maintenant passer en revue les différents modes d'affichage proposés par PowerPoint. Dans le menu donc, affichage, dans la zone mode de présentation, on dispose d'un certain nombre de possibilités. Le mode normal, c'est celui qu'on a utilisé depuis le début, c'est le mode par défaut, le mode normal.
où on a un volet latéral à gauche qui permet d'afficher les différentes diapositives du document et la diapositive en cours qui est en gros plan. Le mode plan. Ce mode plan est très intéressant lorsque l'on souhaite envoyer, par exemple, au préalable, aux futurs auditeurs de votre présentation, le plan de celle-ci. On a à gauche un volet qui indique ce plan, avec toujours la zone centrale qui figure la diapositive en cours, celle qui est sélectionnée dans le mode plan. On a ici peut-être un peu trop de détails pour un plan, qu'à ça ne tienne, on peut évidemment faire un peu ce qu'on veut quant au niveau que l'on souhaite afficher. Par exemple ici, si je ne souhaite afficher que le titre, je sélectionne les diapositives 5, je fais un clic droit et ici je dispose de deux fonctionnalités, développer, réduire, et je vais donc réduire d'un niveau. Je peux faire la même chose pour la première, si je le souhaite, réduire. Il ne va plus me rester que les titres des diapositives. En l'occurrence, cette fonctionnalité de plan ne fonctionnera correctement que si l'on a utilisé le mode masque au préalable. On peut revenir évidemment au mode normal quand on le désire. Le troisième mode proposé, c'est le mode trieuse. Ça permet, comme son nom l'indique, de trier les diapositives. Alors, bien évidemment, on peut trier les diapositives ici dans le volet latéral. Je peux les bouger comme je le désire pour les réordonner à ma guise. Mais parce que ici, il n'y en a que 5. À partir du moment où j'en ai beaucoup plus, où j'ai un nombre important de diapositives, il devient intéressant ce mode trieuse parce qu'il va permettre l'affichage de toutes les diapositives et l'on pourra par glisser-déplacer, tout simplement, réordonner le diaporama comme on le désire. Le mode lecture. Le mode lecture, comme son nom l'indique, est un mode qui permet de lire le diaporama. La différence avec le visionnement du diaporama en mode normal, c'est que on peut sortir du mode plein écran. Voilà, ici, par exemple, je peux réduire ma fenêtre tout en visionnant le déroulement du diaporama. Et enfin, le dernier mode proposé, c'est le mode page de notes. Mais évidemment, pour que ce mode page de notes soit actif, il faut créer des notes. C'est ce que nous allons faire maintenant. Comme on peut le voir, les diapositives de notes sont divisées en deux. La partie supérieure comporte une vignette de la diapositive en cours et la partie inférieure, une zone où l'on peut saisir du texte. Deux objectifs concernant ces pages de notes ou diapositives de notes. Le premier objectif, c'est de permettre à vos auditeurs de repartir avec une trace de ce que vous aurez dit pendant la présentation. La deuxième possibilité offerte par ces pages de notes, c'est d'avoir la possibilité donc de les visualiser pendant la présentation sans que vos auditeurs ne le voient, un peu comme s'il s'agissait d'un prompteur. Nous allons donc maintenant compléter ces notes. La première diapositive n'en comporte pas. Nous allons donc passer sur la deuxième, les dessins, qui elle en comporte. On va récupérer le texte de ces notes dans le dossier ressources, dans le sous-dossier notes. Ces notes sont dans le fichier Word, note LDV-2. On va juste procéder par un simple copier-coller. Même travail pour la diapositive, les peintures. Et la diapositive sur les machines. La dernière diapositive ne comporte pas de commentaires. Le contenu de la diapositive est suffisant.
Alors, dans ce cas-là, le texte dépasse largement du cadre. Mais on dispose d'une icône qui permet de reformater tout ça. On choisit l'option Ajuster automatiquement le texte à l'espace réservé. Et tout se remet en place. Et là, on peut faire défiler nos pages de notes. Comme je disais tout à l'heure, on peut souhaiter que les auditeurs de la présentation repartent avec une trace, donc avec les commentaires imprimés de votre présentation. On a donc la possibilité, dans le menu Affichage, si l'on souhaite que les notes que vous allez distribuer respectent la charte graphique du diaporama, utilisez le masque des pages de notes. Il fonctionne sur le même principe que le masque des diapositives que l'on a mis en place au début de la présentation. Je vais me contenter ici de remettre en forme uniquement le texte de premier niveau. C'est suffisant pour les notes que l'on a insérées tout à l'heure. Je vais donc récupérer mon fameux vert accentuation 6 et reformater avec la police proposée dans la charte graphique, à savoir la Bodoni Empty. Je peux fermer mon masque des pages de notes. Alors si je le désire, je peux toujours évidemment, comme tout à l'heure, mettre un nouvel arrière-plan de couleur, mais il faut juste penser à l'impression. On ferme le mode masque et on voit que, de fait, les notes sont passées en vert et respectent donc la charte graphique du diaporama, elle aussi. Alors, vous aurez certainement remarqué que dans le menu affichage, on a utilisé le masque des diapositives, le masque des pages de notes et qu'il y en a un troisième qui est le masque du document. On comprend tout de suite à quoi cela sert. En fait, c'est un masque qui prépare l'impression des diapositives sans commentaire, donc sans notes, et on a donc des options d'orientation de la page, de taille des diapositives, de nombre de diapositives à imprimer par page. Tout ça donc prépare l'impression du diaporama de manière à ce que les gens qui viennent vous écouter repartent avec une trace de ces diapositives. Et donc nous allons maintenant examiner d'un peu plus près les possibilités d'impression offertes par PowerPoint. Le mode par défaut, c'est un mode où l'on imprime les diapositives en mode page entière. Mais on a d'autres possibilités. En l'occurrence, on peut souhaiter imprimer les pages de notes que l'on a réalisées. Et on peut également imprimer le plan tel qu'il aura été configuré dans le document. On peut également choisir de n'imprimer que les diapositives et on peut reconfigurer également à ce niveau le nombre de diapositives que l'on souhaite par page. On a un mode qui peut être intéressant, c'est le mode 3 diapositives, où on a des miniatures des diapositives sur la gauche et des traits qui peuvent permettre à vos auditeurs de prendre des notes si vous leur fournissez ce document imprimé avant votre présentation. Voilà pour les fonctionnalités d'impression. Nous allons voir maintenant les fonctionnalités de présentation proprement dite proposées par PowerPoint. Pour cela, nous allons aller dans le menu Diaporama. Dans la zone de gauche, intitulée Démarrage du diaporama, on va avoir donc la possibilité de lancer le diaporama depuis la première diapositive, soit en cliquant sur l'icône, soit en utilisant le raccourci clavier F5. On peut également démarrer à partir de n'importe quelle diapositive du diaporama, à partir de la diapositive actuelle ou majuscule F5. Diaporama personnalisé va permettre de créer, comme son nom l'indique, un diaporama personnalisé, c'est-à-dire un diaporama où on va avoir la possibilité de choisir uniquement les diapositives que l'on souhaite. Si l'on a moins de temps, on peut par exemple en retirer. Ici, par exemple, je vais créer un diaporama avec uniquement les 4 premières diapositives. Je les ajoute et je fais OK. Voilà. Je peux afficher maintenant mon diaporama personnalisé sans la dernière diapositive sur la biographie.
Configurer le diaporama, c'est une option qui permet de régler un certain nombre de paramètres, notamment liés à l'affichage. Masquer la diapositive, comme son nom l'indique, permet de masquer certaines diapositives lors de la présentation. Vérifier le minutage permet de se chronométrer en mode simulation. Si on dispose d'un temps imparti, ça permet de savoir si on est en avance ou pas par rapport au timing. Enregistrer le diaporama va permettre, comme son nom l'indique, d'enregistrer le déroulement du diaporama lui-même et la narration que vous aurez faite au moment de l'enregistrement. Il y a également un mode intéressant lorsqu'on veut présenter un diaporama, c'est le mode présentateur, cette petite coche qui est ici. Lorsque je passe en mode présentateur, eh bien, à ce moment-là, je peux lancer mon diaporama normalement par la touche F5 ou en utilisant cette icône à partir du début ou à partir de la diapositive actuelle. Mais on a un raccourci clavier qui permet d'accéder directement à ce mode présentateur, c'est Alt F5. Ce mode présentateur permet d'accéder à certains outils que ne verront pas vos auditeurs. L'écran est divisé en deux parties, une partie où l'on voit la diapositive en grand et en fait ensuite ici on a un volet latéral droit qui montre déjà la diapositive suivante. En l'occurrence ici il n'y a pas de note attachée à la diapositive titre, mais si l'on passe à la suivante, les notes apparaissent. C'est à cela également que servent les notes, elles servent un peu de prompteur dans le mode présentateur. Dans ce mode présentateur, on dispose également d'un minuteur qui permet de savoir où on en est du temps imparti. On dispose d'un certain nombre d'outils, pointeur, stylet, surligneur, le pointeur laser, ça peut être intéressant évidemment pour montrer des détails sur une image par exemple. Ici, on peut afficher toutes les diapositives du diaporama pour avoir une vue d'ensemble. Encore une fois, sans que les auditeurs ne voient ce que vous faites. Possibilité de zoomer également. Possibilité d'arrêter ou de lancer le diaporama à partir de cette icône. Et ici, on peut masquer le mode présentateur. On peut également le faire en faisant clic droit, masquer le mode présentateur, et on revient à un mode d'affichage de type duplication. Je peux revenir ici en mode présentateur. Il ne faut pas hésiter à utiliser ce mode, très pratique, très utile. Pour mettre fin au diaporama, on va cliquer sur le bouton Fin du diaporama. Nous allons voir maintenant les possibilités de sauvegarde, d'export de ce fichier. Pour cela, on va aller dans Fichier, Enregistrer sous, Parcourir. Et si l'on déroule le menu type, on s'aperçoit qu'on peut sauvegarder notre diaporama dans un certain nombre de formats. Ce nombre est assez conséquent. Le format essentiel, c'est bien entendu le format présentation PowerPoint avec une extension PPTX. C'est le format qui va permettre la sauvegarde du fichier source modifiable. Un autre format très important, surtout si l'on veut transmettre le diaporama sans qu'il soit modifiable, c'est le format PPSX. Donc là, on sauvegarde sous la forme d'un diaporama uniquement, donc non modifiable, non éditable avec une extension PPSX. On dispose aussi de la possibilité de sauvegarder au format PDF et quelquefois il peut être intéressant pour créer des capsules vidéo de sauvegarder directement au format MP4 ou dans un autre format vidéo comme WMV par exemple. Il existe également une option exporter qui permet entre autres de créer directement un document au format PDF ou ici de créer une vidéo comme dans le menu de tout à l'heure, enregistrer sous, avec des possibilités supplémentaires, notamment de réglage de la qualité de cette vidéo.
C'en est terminé pour ce tutoriel qui ne se voulait pas exhaustif. Le but était de montrer les fonctionnalités fondamentales de PowerPoint et d'insister surtout sur des fonctionnalités peu connues, peu utilisées, notamment celle des masques, que je souhaitais aborder au travers de celui-ci. À bientôt!